Daniel partage la vie de Nathan, son grand amour, depuis 8 ans. Journaliste, il est rédacteur pour un magazine scientifique. La veille, il a prévenu son rédac-chef qu'il ne passera pas au bureau avant son rendez-vous de 13h. Il a donc la matinée pour se préparer, prendre soin de son corps et se relaxer. Il émerge du sommeil quelques instants avant que le radio-réveil ne diffuse les infos matinales. Il bondit hors du lit et allume une à une les lampes de la chambre en ponctuant chaque geste d'un « ça c'est fait ». Nathan ne peut s'empêcher de rire aux manies de son compagnon, au regard vert pétillant de malice quasi enfantine malgré ses 42 ans. Et Daniel de se défendre d'un « ben quoi, c'est tous les jours Noël ». Alors qu'il s'apprête à passer à la salle de bain, il entend la journaliste débiter les dernières nouvelles du jour. Un tremblement de terre a touché ce matin la province chinoise du Qinghai. Le séisme d'une magnitude de 6,9 sur l'échelle de Richter a frappé peu avant 8 heures, heure locale. Les autorités chinoises font état de plus de 600 morts et 9000 blessés, mais ce bilan reste provisoire. Encore laisse-t-il échapper à voix haute, en dodelinant de la tête avant d'éteindre le radio-réveil. Tandis qu'il entre dans la salle de bain, il énumère les catastrophes naturelles des derniers mois. Incendies meurtriers en Australie, tremblements de terre en Italie, en Indonésie, à Haïti, au Chili, typhons aux Philippines, tempête hivernale en France, tornade dans le Mississippi. Sensible, Daniel a une pensée émue pour toutes ces familles endeuillées, tous ces sinistrés, sans abri, déplacés. Il chasse cette pensée. Déjà, sa nature optimiste a repris le dessus. Spontanément, son sourire a repris sa place habituelle sur ce visage long et ovale, surmonté de cheveux châtains coupés très courts pour compenser la calvitie naissante. Il entreprend de s'épiler les doigts de pied, parce qu'il y a du travail, là, songe-t-il rieur. Voilà, ça c'est fait, dit-il. Et une bonne couche de crème hydratante sur les jambes. J'étale. Tu parles tout seul s'enquiert Nathan depuis la chambre voisine. Non, je ris tout seul. Et montant dans les aigus tout en haussant la voix pour que son compagnon profite de son imitation d'Élie Kakou, il reprend. J'étale. 3 times. I smelled it. It smelled like a flower. Nathan entre à son tour dans la salle de bain, prend le visage de Daniel entre ses mains, lui plante un baiser vigoureux sur les lèvres et lui dit « Toi, je t'adore », avant de se poster devant le lavabo pour se brosser les dents. Lorsqu'il est prêt, Nathan se retourne vers son compagnon. « Tu descends déjeuner avec moi ?»« Bien, très cher, nous reprendrons les soins de notre corps ultérieurement », déclame-t-il sur un ton faussement outré. Attablés devant leur petit déjeuner, Daniel lance la conversation sur les nouvelles du jour entendues à la radio. « C'est incroyable, cette série de catastrophes naturelles. La Chine maintenant. » « Oui, mais elles ont toujours existé. »« Sans doute, mais quand même. » Un confrère du soir avait trouvé une bonne métaphore, une histoire de roulette russe, je ne me souviens plus très bien. « Attends, j'ai découpé l'article, je sais où je l'ai mis, » dit-il en se levant. Il revient à table, muni du texte qu'il lit à l'intention de sa moitié. Le climat, le nouveau grand ennemi des humanitaires. Alors que des événements climatiques violents frappent aux 4 coins de la planète, aucun scientifique n'a osé établir un lien clair avec le réchauffement du climat. La plupart ont indiqué que s'il est impossible d'attribuer la cause d'une anomalie au réchauffement, celui-ci accroîtra en revanche leur apparition. Un peu comme une roulette russe. Le réchauffement n'appuie pas sur la détente, mais c'est lui qui remplit de plus en plus le barillet.
La réalité du changement climatique ne fait plus de doute, pas plus que ses énormes répercussions à l'échelle planétaire. Certes, les catastrophes naturelles s'abattent sur le monde depuis l'origine des temps, mais leurs répercussions sociales et économiques, surtout dans les pays en développement, n'ont jamais été aussi graves. Les catastrophes météorologiques à moindre échelle, inondations locales, glissements de terrain, incendies, sécheresses latentes, retiennent moins l'attention des médias, bien qu'elles puissent causer des dégâts en chaîne importants et affecter un plus grand nombre de personnes. Tu vois, elles existent depuis la nuit des temps, lui dit Nathan. Bon, c'est pas tout ça, je dois y aller. Ok, à ce soir, mon doudou. Je ferai des chicons braisés et des chipolatas, c'est bon? Dac. À tout à l'heure. Bonne journée. Bonne journée à toi, répond son mari en ponctuant sa phrase d'un doux baiser. Lynn est en train de travailler dans son bureau situé côté rue. Elle est souvent absente en mission d'interprétation le jeudi, qui est le jour de la semaine généralement prisé pour les réunions. Lorsqu'elle entend le bruit d'un moteur de camion, elle réagit rapidement. « Zut, j'ai oublié de sortir la poubelle hier soir !» D'un bond, elle se précipite vers la salle à manger qui sépare le bureau de la cuisine, traverse celle-ci en contournant la table, se prend le pied dans la dernière chaise, se précipite vers le fond de la cuisine, ouvre la porte de la buanderie, se rue vers la porte suivante qui mène au garage, dévale les 5 marches, attrape la poubelle et parcourt le chemin inverse au pas de course, le sac encombrant butant sur la chaise déplacée dans l'épreuve sportive, puis une nouvelle fois sur le chambranle de la porte du couloir vers l'entrée. Abaisser la clinche, ouvrir la porte. Dès le premier pas posé à l'extérieur, elle constate que le camion a déjà dépassé les dernières maisons de la rue et fonce désormais sur la route longeant les champs. Tant pis, se résigne-t-elle. Retour à la case départ pour la poubelle et à son poste de travail pour elle. À peine installée, elle entend à nouveau le même bruit de moteur. Elle comprend sur le champ. Le camion est allé faire demi-tour au chemin de remembrement du haut de la rue. Sans l'ombre d'une hésitation, elle parcourt à nouveau les méandres de la maison pour saisir la poubelle et l'amener à l'avant de la maison. Au moment d'abaisser la clinche, elle voit passer le camion par la vitre translucide et le temps d'ouvrir la porte, le camion est déjà 2 maisons plus loin, dans l'autre sens. La poubelle parcourt donc le même trajet pour la 4e fois. Qui a dit que le télétravail était une occupation sédentaire, fulmine-t-elle en se replongeant dans son texte. Consciente de la pression que le temps exerce sur elle, elle fait une courte pause pour manger sur le pouce. Ce repas léger, une tartine ingurgitée avec un café, ne lui épargne pas le coup de pompe familier. Elle hésite, puis décide de s'allonger une vingtaine de minutes, tout en luttant contre le sentiment de culpabilité qui l'a envahie lorsqu'elle est passée à côté des cartons à remplir pour le déménagement, de la vaisselle sale dans l'évier, du linge qui attend d'être repassé. Elle prend le livre posé sur la table de nuit et se plonge avec délice dans la lecture de Bernard Werber. Au bout de quelques pages, Lynn s'arrache à contre-cœur à sa lecture pour reprendre son travail de traduction. En réveillant l'ordinateur, elle constate qu'elle était arrivée à une impasse dans le texte à traduire. Souvent, lorsqu'elle arrive à un passage obscur, mal écrit ou simplement difficile, elle se lève, prend une pause, passe à la toilette ou se prépare un thé ou un café, dans l'espoir vain que le nœud soit résolu à son retour. Et systématiquement, la mémoire lui revient en reprenant place devant l'écran. Vers 16 heures, elle se met en route pour aller chercher ses filles à l'école. Comme à son habitude, lorsqu'elle va les attendre à la fin de la journée, elle a garé la voiture à un endroit qui lui permet d'apercevoir la porte par où sortiront les enfants. Elle voit tout à coup un insecte se poser sur le pare-brise, à hauteur de son regard. Étrange rencontre. La perception visuelle de l'animal lui semble amplifiée, sous l'effet d'un phénomène qu'elle ne comprend guère. Comme omnubilée,
Elle fixe l'insecte et a la désagréable impression que c'est plutôt l'inverse. Cet animal au corps jaune velu, aux pattes poilues, la fixe, elle, de ses yeux démesurément grands. Elle l'observe immobile une dizaine de minutes avant de détourner le regard en entendant les premiers cris fouler le trottoir. Dès qu'elles sont toutes les trois installées dans la voiture, Lise déclare « Maman, tu sais ce que j'ai découvert aujourd'hui ?» « Non, dis-moi », elle encourage Lynn, curieuse de voir si la petite a bien retenu la leçon apprise en classe. Daphné a les mains molles, assène la rosse. Lynn ne peut s'empêcher d'éclater de rire malgré les protestations de l'intéressée. La cadette fait référence aux jeux de main accompagnant les comptines, au cours desquels l'aînée se contente de gestes mous et lents, contrastant nettement avec le dynamisme habituel et les claquements de mains courants dans ces jeux-là. Arrivée à la maison, Lynn envisage d'appeler sa mère, mais elle se ravise en voyant la cuisine sans dessus-dessous. Comme elle a horreur de cuisiner dans un espace non rangé, elle décide d'y mettre de l'ordre et d'appeler plus tard. À cet instant, le téléphone sonne. Lorsqu'elle décroche, Lynn entend la voix de sa mère. « Écoute, je ne sais pas pourquoi je t'appelle, mais je sentais que je devais t'appeler. »« Oui, en fait, je voulais te demander... » Et Lynn lui expose la raison de son appel. Lynn ne s'étonne plus de ces transmissions de pensée. Enfant déjà, elle s'amusait du phénomène. Sa bouderie préférée, c'était le mutisme. Elle pouvait tenir des heures. Évidemment, elle était prise à son propre piège quand elle avait une envie à formuler. Alors elle avait vite trouvé la parade. Elle pensait très fort à l'objet de son désir et immanquablement un autre enfant du clan formulait sa demande. « Maman, on peut avoir une glace ?» Ou « Maman, baisse un peu la vitre s'il te plaît, on étouffe dans cette voiture. » Et son cerveau faisait des bonds de joie à l'insu des autres. Elle a beau être familiarisée avec le phénomène, elle ne s'en pose pas moins de questions pour autant. Quand est-ce que la science aura enfin progressé pour apporter une réponse à nos questions, songe-t-elle? Parce qu'elle sait que de nombreuses personnes ont aussi des intuitions que l'on qualifie souvent de féminines, bien qu'elle croie au contraire que c'est à la portée de tout le monde d'entendre cette petite voix intérieure. On a simplement perdu l'habitude de l'écouter. En grandissant, peut-être. Beaucoup parlent d'une petite voix, pense-t-elle, mais ces intuitions peuvent prendre de multiples formes. Personnellement, ce n'est pas uniquement par l'ouïe qu'elle les perçoit, c'est même généralement par les yeux. Elle voit une image, ou alors elle sait. Soudainement, elle sait. Bien sûr, elle a lu ces théories sur les impressions de déjà-vu, qui ne seraient en réalité qu'un dysfonctionnement temporaire du cerveau. D'accord, se dit-elle, mais qu'en est-il alors lorsque l'image est envoyée au cerveau longtemps à l'avance? Comment pouvait-elle savoir ce qu'elle vivrait 6 mois plus tard? Elle a lu qu'on parlait dans ce cas de précognition. Mais comment est-ce possible, se demande-t-elle. Elle se souvient d'un jour où elle était chez elle, dans le couloir qui mène à l'entrée. Elle avait soudain reçu une image, exactement de la même manière qu'un souvenir revient en mémoire. Un souvenir du futur, en quelque sorte. Elle était en train de racler ce couloir, botte aux pieds. Elle avait longtemps cherché le sens de cette image saugrenue, car elle ne nettoyait jamais la maison chaussée de bottes en caoutchouc. Son ex-mari se chargea à l'époque de la majorité des tâches ménagères, puisqu'il avait interrompu sa carrière pour s'occuper des enfants, tandis qu'elle travaillait à temps plein. Elle avait donc pensé qu'elle aurait dû malgré tout l'aider davantage dans les tâches de nettoyage. Ce n'est que bien des mois plus tard, alors qu'elle était divorcée, qu'elle avait vécu ce souvenir et qu'elle avait compris l'utilité des bottes par la même occasion. Lors de pluies diluviennes, la maison avait été inondée, et comme elle était seule, elle avait effectivement raclé comme une dératée les fameuses bottes aux pieds. Extrait de son journal intime. Le 2 mai 2010. Cher journal. Cher journal, qu'est-ce que c'est ringard? M'en fous.
Cher journal, comment dire? Ça doit bien faire 30 ans que je n'ai plus tenu de journal intime. J'ai visiblement perdu la main. Oh, ça me donne envie de relire mon tout premier cahier. Je m'en souviens comme si c'était hier. Un carnet orange, portant le logo de la SLK aux feuilles quadrillées. Je l'avais reçu lors d'une de nos traditionnelles tournées du 1er janvier. Tous les ans, je passais le nouvel an chez mon parrain. Le jour de l'an, mon cousin et moi, à l'instar de tous les enfants de ce patelin du Brabant flamand, allions de maison en maison chanter à plein poumon. Lieve mensen, ik kom u wensen, een gelukkig nieuwjaar. Op dat God u zal beschermen tot het einde van dit jaar. Habituellement, les riverains s'empressaient pour nous faire taire de jeter dans l'énorme boîte en carton qu'on trimballait de porte en porte une poignée de bonbons, de monnaie ou de petits cadeaux. À force, j'avais fini par ramener assez de tirelires, une maisonnette de plastique orange surmontée d'une couronne représentant le logo de la fameuse Caisse générale d'épargne de retraite flamande, pour que nous ayons, mes frères et sœurs et moi-même, au moins 2 exemplaires chacun. Pourquoi raconter tous ces détails, me demande mon cerveau. Pour la postérité. Tout fout le camp. Les traditions se perdent. Or, les rituels, c'est important quand le monde perd ses repères. Où l'ai-je rangé ce cahier? Attends, bouge pas, je reviens. Oh, dis donc, c'était vraiment l'âge bête. En août, nous sommes allés en Espagne. Nous avons fait un voyage magnifique. Au retour, nous sommes passés par Bilbao. Il y avait une catastrophe nationale, une inondation, avec 2 N pour renforcer la dramatisation du récit. Il y avait plus de 10 mètres d'eau et de boue. Les voitures et les camions étaient ou bien renversés et écrasés, ou bien entraînés par la force de l'eau. Les gens étaient sur les toits. Il pleuvait à torrents. Des morceaux de la route étaient arrachés. Certains faisaient 3 mètres sur 2. Le bilan, 100 de morts et disparus et des naufrageux malheureux. On dit que la ville est perdue. On ne pourra que très difficilement la récupérer. Voici 2 photos, les seules que j'ai pu récupérer. Remercions le Seigneur que nous soyons toujours là. 2 Belges ont péri dans l'inondation, des touristes. Et une famille belge a été rapatriée car elle a perdu la voiture et les bagages aussi dans la catastrophe. Bref, tout est bien qui finit bien, pour nous. Nous sommes bien rentrés à l'école. L'âge bête, je te dis. L'âge bête. Lynn se tient dans la cuisine de son nouveau logement, une grande pièce lumineuse qui donne sur le petit jardin enclavé dans la copropriété en U et réservée aux propriétaires du rez-de-chaussée. Tandis qu'elle observe la pelouse et les bâtiments alentour, elle se félicite d'avoir choisi ce petit appartement bruxellois situé au dernier étage. Elle se détourne de la fenêtre, achève de mettre la table et appelle ses filles pour qu'elles viennent manger. « Ce sera des tartines ce midi », s'excuse-t-elle auprès des ados. « Je n'ai pas eu le temps de cuisiner un repas chaud. »« Pas grave », répondent les 2 en chœur. Lynn songe amusée à l'incapacité de Georges de comprendre le concept d'un repas chaud par jour. Elle se souvient avoir été étonnée d'apprendre au début de leur relation qu'un Français qui habite en Belgique depuis plus de 10 ans n'ait jamais entendu parler de cette habitude pourtant bien ancrée de ne cuisiner qu'1 fois par jour. Elle a d'ailleurs brandi un jour triomphante un article de journal qu'elle avait découpé à son intention. Au journaliste qui l'interrogeait sur ce qu'il allait faire à son retour d'une réunion de plusieurs jours à l'étranger, Guy Verhofstadt avait répondu « Je vais rentrer manger des tartines puisque j'ai eu mon repas chaud à midi ». Elle se souvient aussi de leurs 3 têtes éberluées à ses filles et elle-même lorsque Georges avait pris la commande pour tous dans une brasserie parisienne où ils avaient décidé de prendre leur petit déjeuner. Il avait commandé des tartines. Lynn et ses filles n'en revenaient pas. Alors qu'elles s'attendaient à devoir poursuivre la monotonie de leur quotidien, elles avaient vu arriver avec soulagement et bonheur anticipé des baguettes croustillantes, beurrées et tartinées de confiture d'abricot.
Pour l'heure, Lynn a acheté du pain multigraines, leur préféré. Les filles se moquent toujours de leur mère qui picore jusqu'à la dernière les graines tombées dans son assiette. Elle ne se gêne d'ailleurs pas pour chipper les graines dans les assiettes de ses filles à la fin du repas. « Qui m'a donné une mère pareille ?» se plaint Lise sur un ton faussement scandalisé. « Mais tu laisses le meilleur » se défend Lynn. « Les grains de tournesol, j'adore ça. Je ne peux pas m'en empêcher. Je devais être une poule dans une vie antérieure. » Après le repas, Lynn s'accorde une courte sieste, puis entreprend de déballer quelques cartons. La sonnerie du téléphone l'interrompt. Sa sœur vient aux nouvelles. « Ça va? Vous vous habituez à la vie à Bruxelles ?»« Oh oui, vraiment bien. » »« Et les filles? Elles sont déjà plus au courant que moi de tous les magasins des environs. Elles vont à l'école à pied. Le premier jour, elles m'envoyaient un SMS pour me demander si elles pouvaient aller flâner dans les magasins avant de rentrer. En 2-3 jours, elles connaissaient la rue des Fripiers, le centre Moneymunt, comme dit Daphné, et la rue Neuve. « Le quoi ?» demande sa sœur. « Le Moneymunt » répète Lynn en riant. C'est ce qui est écrit à l'entrée du centre de la monnaie, de Munt en flamand. Comme elle fait du latin, Daphné croyait que cela se prononçait Munt, explique Lynn. « Et ça va financièrement ?» s'inquiète sa sœur. « Ce n'est pas cher de vivre à Bruxelles ?»« Non, ça va. J'ai rapidement trouvé une bonne combine, je vais à Hirolakis. »« Où ça ? C'est un magasin, ça ? » « Je n'en ai jamais entendu parler, s'étonne Christelle qui connaît bien Bruxelles. » Lynn est écroulée de rire à l'idée de lui raconter son expérience. « J'allais depuis quelques semaines au marché du Midi quand j'ai découvert l'Hirolakis. Au début, j'allais assez tôt, dès que j'étais levée. Mais un jour, j'ai fait la grasse matinée et il était déjà tard quand j'ai réalisé qu'on était dimanche. Je me suis dépêchée pour arriver juste avant la fin du marché. C'était une toute autre ambiance. Des attroupements s'étaient formés autour d'hommes qui criaient « Hirolakis, Hirolakis, Hirolakis !» Je me suis demandé ce que c'était. Intriguée, je me suis approchée d'un de ces hommes plantés derrière une série de caisses posées par terre. L'une d'elles contenait 2 brocolis. J'ai demandé à l'homme combien ils coûtaient. Je t'assure que l'homme m'a jeté un de ses regards totalement incrédule. Il me regardait bouche ouverte, visiblement estomaqué, l'air de dire « Elle se fout de moi, celle-là ? Ça fait un quart d'heure que je m'époumonne et elle me demande le prix. » Comme je reposais ma question, lui souriant gentiment, il a compris que je n'avais réellement pas tilté. « Hiro ?» qu'il me dit en me montrant la caisse. « C'est un Hirolakis ?» En fin d'après-midi, Lynn propose à ses filles de se détendre par une séance de film en famille. Les ados choisissent Willow. Au moment d'une scène de course-poursuite dans une charrette tirée par des chevaux, alors que l'un des personnages miniatures tombe et se rattrape de justesse au bord de la charrette, son copain lui dit « Raoul, qu'est-ce que tu fais ?» et ils disent de répondre à sa place « Je pendouille ». Toutes 3 éclatent de rire, et tandis que les filles poursuivent la vision du film, Lynn décroche en repensant à la dernière fois que Lise, qui maîtrise l'art de la répartie, a déclenché un fou rire familial. La mère a l'habitude agaçante de parler pendant les films, généralement pour profiter de l'occasion pour enseigner des connaissances à ses enfants. Ce jour-là, le film montrait un homme entouré d'animaux empaillés et à l'œuvre sur un nouveau cadavre. Lynn en avait profité pour tester le vocabulaire de ses filles. « Comment s'appelle le métier de cet homme ?»« Psychopathe » avait fusé la réponse de Lise, l'air de dire « Tu vois pas clair ?» Après le film, les ados regagnent leur chambre pour la nuit. Lynn se couche. Elle éprouve toujours quelques difficultés à s'endormir les premiers jours suivant son installation dans un nouveau logement et ne trouve donc pas le sommeil. Elle laisse son esprit vagabonder et se souvient avoir lu un jour que les perles des huîtres sont au départ des blessures que les coquillages recouvrent progressivement de nacre pour les cicatriser. Elle se relève, s'installe à son bureau et se met à surfer pour tenter de retrouver l'information.
Oh, c'est pas sorcier, s'enthousiasme-t-elle en découvrant la vidéo qui lui rappelle les épisodes regardés avec ses filles quand elles étaient petites. Elle écoute Jamie expliquer. En filtrant l'eau, l'huître isole des éléments minéraux qui, grâce au manteau, vont se combiner et se transformer en carbonate de calcium, le constituant essentiel de la coquille. Il arrive qu'un grain de sable vienne se glisser dans la mécanique. S'il vient se glisser entre la coquille et le manteau, il a de fortes chances d'y rester. Le manteau enrobe le grain de sable de carbonate de calcium qui, au fil du temps, va former une perle. Bon, se dit Lynn, j'avais peut-être enjolivé le récit, mais un peu de poésie ne fera pas de mal au naissain. La Cadra se recouche et tente de s'endormir. Comme souvent dans ces périodes d'insomnie, Lynn réfléchit. Elle se remémore ce qu'elle a lu sur les phénomènes de télépathie. Elle voudrait tant comprendre. Une situation qui semble fréquente est celle de mères qui perçoivent la mort de leur enfant malgré la distance, même à des milliers de kilomètres de là. Un jour qu'ils en parlaient à table lors d'une réunion de famille, le frère aîné de Lynn avait évoqué une expérience. Jean avait expliqué qu'une piste possible serait celle des ondes S. Des études scientifiques ont prouvé le lien invisible et inexpliqué entre une mère et son petit, avait-il raconté, développant son propos. Les Russes ont ainsi fait l'expérience d'arracher des soubresauts à leur mère et de les emmener à des centaines de kilomètres dans un sous-marin. L'équipage avait pour mission de tuer les soubresauts séparément, au moment qu'ils souhaitaient et de la façon qu'ils choisissaient, la seule contrainte étant de consigner tous les détails. De même, en laboratoire, toutes les informations étaient enregistrées de façon détaillée. À l'issue de la recherche, les résultats avaient démontré qu'à chaque fois qu'un soubresaut était tué, on enregistrait chez la mère un pic de stress. Lynn se souvient que le soir, Lise, qui avait assisté à la discussion, était venue trouver sa mère. « C'est vache, un moment, ce qu'ils font, sourit. »« Oui, ma chérie, c'est triste, mais c'est pour la science. » Ça permet de tenter de découvrir le phénomène qui se cache derrière ce que nous vivons, toi et moi, ce que tu vis avec ta sœur, ce que moi je vis avec bonne maman, etc. Je pense aussi que ce sont des ondes que l'on capte. La première fois que j'ai constaté ce phénomène avec toi, tu n'avais même pas 2 ans. Ah bon, avait fait la petite. Oui, tu ne parlais pas encore. Nous étions dans la cuisine, séparés de quelques mètres, et tu étais placé de telle façon que je pouvais voir à la fois le jardin et toi. Tout à coup, un oiseau s'est posé sur la branche du cerisier, et au moment précis où j'ai pensé émerveillé, « Oh, un rouge-gorge !» Tu as tourné la tête pour regarder l'arbre et voir l'oiseau. C'était vraiment comme si tu m'avais entendu. Je ne me souviens pas. Ben non, tu étais trop petite, avait ri Lynn, poursuivant son raisonnement. Nous savons que ça existe, mais nous ne pouvons pas l'expliquer. Tu dois t'imaginer avant l'apparition du téléphone. C'est comme si un jour, je t'avais annoncé, c'est la voix de ton parrain, en te tendant un objet que tu ne connaissais pas. Tu m'aurais regardé l'air de dire, elle est frappadingue, puisque tu aurais bien vu que ton parrain n'était pas là. Comment aurais-tu pu entendre sa voix ? Si j'avais insisté pour que tu poses l'engin à côté de l'oreille, tu aurais effectivement entendu la voix de ton parrain, et tu aurais même pu la distinguer de celle de ta marraine, comme tu disais quand tu avais 3 ans. « De qui tu parles ?» avait demandé Lise. Comme souvent, la petite avait dû attendre que sa mère ait fini de rire par anticipation à ce qu'elle allait raconter. « Je t'avais demandé comment s'appelle ta marraine, tu m'avais répondu Hector. Tu disais d'ailleurs mon parrain et mon Hector, comme si tu les avais reçus en lot à la naissance. Bon, qu'est-ce que je voulais te raconter avec ça ? » Comme à son habitude, Lynn avait été bavarde, constate-t-elle rétrospectivement. Ce besoin qu'elle a d'exprimer à voix haute toutes les pensées qui lui traversent l'esprit l'étonnera toujours, songe-t-elle, pestant pour l'heure contre le tourbillon de pensées que son cerveau ne cesse d'alimenter. Indifférent à la critique, ce dernier lui resserre le souvenir de la fin de la conversation.
On parlait de télépathie et tu me parlais de l'invention du téléphone, lui avait rappelé Lise. Ah oui, juste. Donc, si je te tendais un objet inconnu et te disais d'écouter, tu reconnaîtrais la voix de mon frère et tu saurais avec certitude que c'est Parrain qui a prononcé ces paroles et non tonton Hector, parce que tu reconnaîtrais sa voix, alors que tu ne le vois pas parler. C'est parce qu'un jour, des gens ont découvert comment fonctionnaient ces ondes. Est-ce un miracle? Ben non. C'est la portée de tout le monde. Même un enfant peut s'exprimer par téléphone. Et personne ne mettrait en doute la véracité de cette forme de communication. Oui, c'est vrai. Eh bien, parfois, je me demande si les êtres vivants, en particulier les animaux, ne communiquent pas aussi par des ondes. Et j'espère qu'un jour on maîtrisera les transmissions de pensée, avait conclu Lynn. Lise, qui avait eu envie de retourner dans sa chambre, avait conclu en disant « On peut croire ce que l'on veut croire, si ça peut nous faire du bien. » Minuit, sursaute Lynn en regardant l'heure, commençant à stresser et à se demander dans quel état de fatigue elle serait le lendemain. Pourtant, à peine a-t-elle refermé les paupières que les pensées s'agitent à nouveau. Elle se demande si ce ne serait pas plutôt des émotions que les êtres se transmettent d'un cerveau à l'autre, ou plutôt qu'ils captent les uns des autres, se corrige-t-elle. Elle sourit à l'évocation du Mimi, la chatte de son compagnon, qui rapplique en triple vitesse dès que Georges s'apprête à servir à manger à Sumo, son petit Westie, un étage en dessous, comme si elle avait perçu son excitation. Ou encore Mimi qui vient miauler à la porte du bureau dans lequel se trouve Georges et Lynn, parce que Sumo, malheureux, est coincé de l'autre côté sans songer à gémir ou aboyer pour qu'on le laisse entrer. Peut-être s'attend-il à ce qu'on perçoive sa supplique silencieuse comme Mimi, se demande Lynn qui poursuit son questionnement. L'animal est-il une personne? Elle le pense. Comment peut-on affirmer avec tant de certitude que ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est la pensée, s'indigne-t-elle. Parce que l'animal est dépourvu de parole. D'abord, les animaux parlent, monologue-t-elle. Nous ne comprenons pas leur langage, mais de nombreuses études consacrées à de multiples espèces ont démontré que le langage est, à nos oreilles, plus ou moins développé selon l'animal. Si les animaux ne parlent pas, dans quelle mesure n'est-ce pas précisément parce qu'ils sont supérieurs à l'être humain dans ce domaine et n'ont pas besoin de la parole pour se comprendre, s'interroge Lynn. Elle promène souvent Sumo. Il peut passer des heures à renifler les pistes des autres et à y répondre en laissant 3 gouttes et demie d'urine, ce qui a le don d'irriter Lynn qui n'a pas que ça à faire. 3 gouttes par-ci, 3 gouttes par-là, au lieu de tout faire en une fois comme tout le monde, peste-t-elle à chaque fois. À croire qu'il lit ses mails le grand matin et s'applique à y répondre l'un après l'autre. Comme tous les chiens, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est de rencontrer d'autres chiens. Ce qui laisse Lynn perplexe, c'est la façon qu'il a de détecter les dominants, les agressifs. Il peut freiner subitement des 4 fers et rester tétanisé, refusant d'obéir à l'injonction de la laisse, sur le qui-vive, à regarder un autre chien, parfois à l'air totalement inoffensif aux yeux de Lynn. À voir leur manège, elle est persuadée qu'ils communiquent par un biais invisible. Et Lynn se demande s'il ne s'agit pas de la même forme de communication dans le cas des intuitions. Elle se surprend à repenser à l'orang-outan de son rêve, que sa fabulation a surnommé Mento. Se laissant emporter par son imagination, elle lui confie ses doutes. D'une part, je sais qu'il existe plusieurs phénomènes de transmission de pensée. J'ai tendance à y croire, surtout après avoir lu des livres comme La prophétie des Andes, qui encouragent à toujours suivre son intuition. Mais en même temps, j'ai entendu dans 2 films totalement différents une recommandation contraire. Dans le premier, un policier met en garde une jeune recrue. Si on a une intuition, notre cerveau ne va voir que les indices qui étayent l'intuition, et on manquera les autres. Et dans le second, un acteur dit « Si elles reviennent, méfiez-vous de ces visions, ces hallucinations, car votre ego pourrait les modeler selon ses propres besoins. » Ce que j'ai tendance à croire aussi, confie Lynn au singe.
Alors que faire? Les deux, trouver le juste milieu. Donc suivre son intuition mais ne pas foncer tête baissée. Attendre la certitude, la conviction, et comme dit Daphné, si on ne prend pas le bon choix, ce n'est pas grave, on prendra le suivant. Par exemple, le souvenir traverse fugitivement le cerveau de Lynn qui revoit la scène le jour où son aîné lui avait décrété sur le ton d'une confidence. La vie nous laisse des choix, et quand on se trompe de choix, ce n'est pas grave, on en prend un autre. Une milliseconde plus tard, la machine à penser de Lynn reprend de plus belle. N'empêche que ce n'est pas du tout commode, surtout pour quelqu'un comme moi qui hésite toujours entre deux options. Je trouve souvent très difficile de prendre une décision et de m'y tenir. En même temps, comment faire la distinction entre ce qui m'appartient, disons mon droit au libre arbitre, mon individualité, et ce que je détecte peut-être de l'inconscient collectif? Comment savoir quand écouter l'expérience d'autres humains et quand m'écouter moi? En plus, imagine si tout le monde faisait ça. De temps en temps, écouter sa petite voix, de temps en temps, écouter une autre personne, ou encore suivre des préceptes enseignés par l'une ou l'autre philosophie ou religion. Tu imagines ce que ça donnerait? Et l'harmonie, ça te dit quelque chose? Lui rétorque le primate. Les plantes et les animaux vivent déjà tous en harmonie. La nature est en équilibre, c'est l'humain qui fait l'andouille. C'est pas faux. Nous sommes tous responsables de nos choix et nous sommes tous les mieux placés pour savoir que prendre et que laisser, ou encore que laisser provisoirement pour y revenir plus tard. Bien dit l'ami, mais sur ce, bonne nuit, pense Lynn sur un ton qu'elle espère suffisamment ferme que pour fermer tous les quinquets.